Salut, Je m'appelle Laurine. moi c'est Clara. Et moi c'est Amélie. Pour notre TPE, nous avons choisi de faire une vidéo sur la montée de la figure de la blonde au cinéma au XXe siècle. Nous allons donc nous intéresser à la reprise de ce mythe par Hollywood. Et donc d'abord nous allons parler de la création et du fonctionnement d'Hollywood. Ensuite nous irons chercher les origines du mythe en Europe. Et enfin, nous allons étudier son évolution dans le cinéma hollywoodien. Hollywood se situe en Californie où on trouve de bonnes conditions climatiques, une main-d'œuvre bon marché, ainsi que des paysages variés. C'est ainsi qu'au début des années 1900, les producteurs et les compagnies de production américaines viennent élire résidence dans des quartiers résidentiels du centre-ville de Los Angeles. Par exemple, Francis Boggs y tourne son premier film, Le Comte de Monte Cristo, en 1907, qui fut un grand succès. Ou encore, on peut voir William Selig, un des pionniers du cinéma américain, qui ouvre son premier studio en 1909. On peut voir que de plus en plus de compagnies de production vont venir s'installer à Hollywood. Suite à cela, une politique de standardisation est mise en place. D'immenses studios vont être construits avec de nombreux perfectionnements techniques. Et des productions telles que Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox ou Warner Bros. Vont devenir les major companies. C'est de cette façon que dès 1914, Hollywood devient le centre du cinéma américain. Donc en moins de 10 ans, Hollywood rentre dans l'ère du star system. Les producteurs vont fabriquer des stars, les acteurs deviennent les propriétés des studios qui leur créent un personnage, une image, un rôle qu'ils doivent jouer au quotidien. On peut par exemple citer Greta Garbo, la muse de Louise B. Mayer qui va lui façonner l'image de la femme élégante et glaciale. Du coup on peut voir que Hollywood est un paradoxe à lui-même car il tourne aussi sur un système de différenciation. Chaque film doit avoir un aspect unique. Les productions ne doivent pas tomber dans la routine et la banalité. C'est pourquoi beaucoup de réalisateurs vont choisir la carte de la provocation. Des icônes comme Theda Bara, la star de William Fox, incarnait un des tout premiers sex symboles du cinéma américain, ce qui était à la fois choquant et intriguant, fascinant à cette époque. C'est donc de cette manière que l'Europe va commencer à faire rêver. Par exemple, après la guerre, le cinéma expressionniste, qui naît en Allemagne, va beaucoup intéresser les producteurs américains qui sont à la recherche d'un nouveau style de film et ainsi d'un nouveau prestige. On peut par exemple citer Murnau, un des maîtres du cinéma expressionniste allemand qui a été remarqué par les studios de la Fox pour ses styles de films encore jamais vus à Hollywood. On peut voir en effet qu'au début du XXe siècle, la plupart de ceux qui se lancent dans le cinéma sont des Européens venus par exemple d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche, de Russie ou d'Hongrie. Plusieurs motifs sont la cause de ces déplacements. La migration économique et professionnelle, comme par exemple le réalisateur britannique Alfred Hitchcock, qui au début du cinéma sonore est parti s'installer à Hollywood, où il réalisera ses plus grands films à succès, tels que Rebecca, réalisé en 1940, ou encore Les Oiseaux, en 1963. On peut aussi citer le très célèbre Charlie Chaplin, qui est devenu une icône du cinéma muet. Une grande partie des migrations sont aussi dues à un exil ethnique et politique. Par exemple, certains cinéastes se sont exilés en raison du nazisme. C'est le cas par exemple du réalisateur et scénariste d'origine danoise Douglas Sirk. C'est donc de cette façon que le cinéma va se populariser comme étant un 7e art. Ce n'est plus qu'un simple divertissement, c'est une nouvelle forme d'art. C'est donc à ce moment-là que le système hollywoodien va être considéré comme une usine à rêve. Le cinéma devient le symbole de la culture américaine et une fascination va naître dans l'esprit des gens qui cherchent à réaliser le rêve américain. Il est d'ailleurs important de préciser que toutes les grandes compagnies de production ont été créées par des Européens, tels que William Fox, qui était hongrois, le fondateur de la Fox Film Corporation en 1915, qui deviendra ensuite le célèbre 20th Century Fox en 1935, les frères Warner, qui étaient polonais, les fondateurs de la célèbre compagnie Warner Bros. En 1923. Enfin, on peut citer Samuel Goldwyn, polonais également, qui est le créateur de Goldwyn Pictures Corporation, fondée en 1916, qui deviendra par la suite Metro-Goldwyn-Mayer en 1924 avec la célèbre image de Leo the Lion. On peut donc voir que Hollywood fonctionne sous un système de standardisation. Le cinéma devient un élément important dans la culture américaine et il doit faire rêver. C'est pourquoi les producteurs et les compagnies vont être sans cesse à la recherche d'un renouveau et les Européens vont leur être d'une grande aide. C'est donc avec joie que Hollywood a accueilli ces nouveaux venus pleins de savoir, d'ambition et de culture novatrice pour cette industrie grandissante. En Occident, le mythe de la blondeur a toujours été fait de figures ambivalentes. En effet, c'est le cas depuis l'Antiquité et on retrouve dans le cinéma hollywoodien la même hésitation entre une blondeur représentant la pureté et une blondeur représentant le vice. D'abord, revenons à la figure de blonde originelle qui nous vient de l'Antiquité gréco-romaine, Aphrodite ou Vénus.
Il s'agit du tout premier canon de beauté et fantasme universel qui marque ainsi la naissance du mythe. On a donc dès le départ une figure ambivalente puisque même s'il s'agit d'une déesse, Aphrodite et ses frasques ont toujours fait l'objet de légendes. De plus, les prostituées grecques se teignaient les cheveux en blond pour ressembler à la déesse dont elles étaient censées être l'incarnation sur Terre. On a donc un aspect de débauche assez ancré dans le personnage. Aphrodite a également fait l'objet de nombreuses représentations à travers le temps. On a d'abord la première qui semble être l'Aphrodite de Cnie, d'une statue qui avait déjà fait sensation à son époque dans l'Antiquité grecque. Et on trouve également la naissance de Vénus de Botticelli, qui est un travail qui a eu également beaucoup de succès à la Renaissance cette fois. On a donc une image ambiguë qui fascine et dégoûte à la fois, puisque Aphrodite a autant été admirée que pointée du doigt comme figure de traînée et de débauchée. Cette première blonde mythifiée va donc engendrer deux types de blondes assez distincts qui vont au fil de l'histoire se rapprocher ou s'éloigner. D'une part la blonde débauchée, désirable et dangereuse, et de l'autre la blonde pure, angélique et virginale. Intéressons-nous d'abord à la figure de blonde porteuse de vices. C'est surtout au Moyen-Âge qu'on attribue une connotation négative à la blondeur, qui est totalement diabolisée par les ecclésiastiques. Ainsi, à cette époque, Ève a été naturellement représentée comme blonde, puisqu'elle est l'incarnation de la tentation et du péché. Seule une blonde pouvait avoir mangé la pomme et implanté le mal parmi les hommes. Car la blondeur, rare et désirable, semble enflammer les hommes du Moyen-Âge et attirer la luxure, provoquant donc une condamnation de cet attribut par l'Église. On trouve donc des tableaux de Bartolo di Freddi datant de 1356 et de Masolino en 1420 qui représentent une Ève blonde et provocante. Dans le même esprit, on trouve également des représentations blondes de Marie-Madeleine, autre grande pécheuse du christianisme, incarnant totalement le péché et le désir charnel. On a par exemple la crucifixion de Masolino de 1426 ainsi qu'un portrait de Titien où on la voit en tant que blonde. Cependant, les cheveux de Marie-Madeleine sont eux-mêmes ambivalents puisqu'ils sont à la fois instruments de péché et de repentance. En effet, sa chevelure blonde lui a permis d'attirer les hommes afin de se prostituer. Mais c'est aussi grâce à ses cheveux qu'elle aurait, selon la Bible, essuyé les pieds de Jésus. Marie-Madeleine est donc certes une blonde débauchée, mais c'est également l'une des repentantes préférées de l'église moyenâgeuse. Mais la blondeur n'a pas systématiquement été rattachée au vice. En effet, même au Moyen-Âge, on peut lui accorder des vertus puisqu'elle représente la pureté. On trouve ainsi, depuis le XIVe siècle, des représentations de la Vierge Marie, blonde, mais dont les cheveux restent pudiquement recouverts par un voile. Il s'agit donc d'un blond angélique et pilier de vertu qui soutient les valeurs de l'église catholique. Le blond est cette fois-ci associé à une absence totale de désir charnel puisqu'il est l'attribut d'une sainte révérée par tous les croyants. On trouve notamment comme représentation iconographique de Marie blonde la Vierge à l'enfant de Strauss où Marie, comme les anges qui l'entourent, affiche un blond pur et divin. Dans un registre moins sacré mais toujours laudatif, on trouve les blondes des chansons de gestes médiévales, Iseux et Guenièvre. Toutes deux sont désirables mais louées par tous et inspirent respect et admiration, contrairement aux blondes débauchées que nous avons vues précédemment et qui inspirent la crainte. Iseux est donc une jeune femme attirante mais reste pure et fragile, tandis que Guenièvre, qui fait des ravages au sein des chevaliers de la table ronde, avait, selon Chrétien de Troyes, l'habitude d'envoyer une mèche de ses cheveux à ses prétendants afin de leur donner du courage. Cela augmente donc la dimension magique et galvanisante de la chevelure blonde et lui donne une symbolique d'autant plus forte. On trouve donc dans les légendes européennes de nombreuses figures de blondes qui se rattachent toutes soit au vice, soit à la pureté, ou aux deux intimement mêlés, créant donc des personnages ambivalents qui seront largement repris par l'industrie cinématographique hollywoodienne. Poursuivons notre étude de la folie hollywoodienne envers les blondes avec les films de 1930 mettant en scène, dans un contexte d'aventure ratio, des blondes qui sont belles, innocentes, mais aussi violées ou bien violentées. On démontre les films Traderhorn, 1930, The Blonde Captive, 1932, King Kong, 1933, mais aussi Blonde Vénus. Dès 1934, on note un changement radical dans le cinéma hollywoodien. En effet, des règles restrictives sont mises en place contre la violence et le sexe au cinéma. Ce qui a pour conséquence de changer l'état d'esprit des blondes. Celles-ci ne sont plus provocantes, comme Jean Harlow ou Mae West. Les blondes sont alors enjouées et stupides. Il y a derrière cette mise en scène de blondes écervelées un but ultime, qui est de remonter le moral de la société. Comme j'ai pu le présenter, l'image de la blonde change au fur et à mesure des événements historiques. Durant la guerre, on retrouve en 1941 le retour de la blonde fatale. Le besoin de distraire le pays qui vit dans la guerre est d'autant plus important. Ainsi, en 1943, Veronica Lake assure à merveille dans son rôle de blonde fatale dans le film So Proudly We Hail. Marlène Dietrich est également très impliquée. Puis on note aussi une dérive de cette blonde fatale avec de bonnes filles qui sont dites plus saines, notamment dans le film Pin-Up Girl et Coney Island mettant en scène Betty Grable. Ici encore, ce changement du jeu de blonde dans le cinéma
a un but pour la société qui est de ramener les femmes prenant leur indépendance à un rôle de mère de famille. Enfin, de 1950 à 1960, on assiste à une finalisation de la vision de la blonde dans l'industrie cinématographique. C'est-à-dire que selon les cinéastes, toutes les visions de la blonde ont été dévoilées, du moins dans ce domaine. Mais les producteurs veulent aller plus loin pour se jouer de la blondeur qui fascine cette société. C'est alors qu'intervient Hitchcock. Ces blondes ne sont plus vulgaires ou même idiotes, elles sont fines et élégantes avec un physique éthéré dont la sensualité est refoulée. Ces blondes sont d'ailleurs d'une beauté intrigante, je pense d'ailleurs à Ingrid Bergman, Kim Novak ou encore Grace Kelly. Son film Sueur froide met en scène une blonde vulnérable qui se maîtrise par dignité. Il enchaîne ses films et le rôle des blondes y évolue. Ce sont des femmes mystérieuses qui sont traitées divinement, cependant, même si elles sont hautement placées dans la société, elles sont d'un point de vue psychologique très basses. Hitchcock les traite au plus bas pour obtenir une contradiction parfaite entre le personnage extérieur qui est dans une société snob et arrogante, et puis dans son esprit n'est finalement rien d'autre qu'un pantin. Elle est psychologiquement instable et faible. Hitchcock essaye alors par ses films d'étouffer le pouvoir grandissant des femmes. Suite à ça, on se dirige dans une autre direction pour présenter d'autres types de blondes. Donc en 1960, ce sont les filles à papa. Celles-ci sont énergiques, plein d'entrain, voire même enfantines. Dory Day et Jane Marfield sont des actrices qui ont pu jouer ce rôle. Le but envers la société étant bien sûr d'attendrir les hommes qui attendent ces blondes dociles suite à l'épisode de la guerre. Ainsi, pour en venir à une conclusion générale du rôle des blondes vis-à-vis de la société, on retient les choses suivantes. La blonde du fantasme, voire vulgaire, puis l'image totalement différente qui est la vision d'une épouse et mère de famille représentant des blondes inoffensives qui doivent montrer l'exemple à toutes les américaines. En somme, si la blondeur a toujours été représentée de manière mythifiée dans la culture européenne depuis l'Antiquité, ce sont les différentes variations du mythe qui ont été reprises par l'industrie cinématographique hollywoodienne afin de transmettre des idées. En effet, les studios et les compagnies de production ont recours à la figure de la blonde comme vecteur de l'état d'esprit d'une époque donnée. C'est ainsi que les blondes se montrent sexy et provocantes à l'écran lorsque le pays a besoin de se distraire et de rêver, et qu'elles deviennent plus douces et soumises lorsque la société cherche à revenir à un modèle plus puritain. Les légendaires Aphrodite, Ève ou Guenièvre se retrouvent donc dans les rôles joués par les stars hollywoodiennes, diffusant ainsi massivement le mythe qui se retrouve définitivement ancré dans la culture populaire. Dans la lignée directe des blondes du XXe siècle, on trouve de nos jours des actrices telles que Sharon Stone, Brigitte Bardot ou Scarlett Johansson qui semblent remplir le même rôle auprès de la société. Mais le mythe a également dérivé et les figures iconiques ont engendré des clichés, comme on peut le voir par exemple avec la célèbre Marilyn Monroe, dont le personnage de blonde idiote à forte poitrine est devenu un véritable stéréotype. Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure les clichés et les stéréotypes alimentent un mythe ou au contraire le vulgarisent.